Mesdames, Messieurs, bonjour. Je souhaiterais tout d'abord vous remercier au nom du groupe Tijari Wafa Bank d'être présent parmi nous pour ce webinaire. Alors, ce webinaire portera sur la transition IBOR, ses défis et ses impacts à l'échelle nationale et internationale. C'est un événement que nous avons tenu à organiser au vu de l'importance de cette réforme sur les marchés financiers. J'espère qu'il répondra à vos interrogations et à vos préoccupations. Et pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir 3 intervenants. Alors, Madame Aude Pacat. Bonjour, Madame Aude. Bonjour. Alors, Madame Aude Pacat est responsable du portefeuille IMIA au sein de la BIRD. Elle va nous apporter une perspective en tant que banque de financement et de développement, avec une perspective internationale sur les défis de cette transition, tout en faisant le parallélisme avec le Maroc. Madame Aude Pacat travaille depuis plus de 20 ans à l'élaboration d'indices fiables sur les marchés, de produits dérivés qui sont indexés. Avec son équipe, il développe et conseille les groupes de travail impliquant et les autorités publiques et les opérateurs de marchés financiers et s'attelle à développer ce marché en exécutant des transactions réelles sur ces indices. Donc, merci Madame Aude Pacat d'être parmi nous et bienvenue encore une fois. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Leila Sadiq. Alors, Madame Leila Sadiq est Global Head Front Office Risk au sein de Bloomberg. Elle va de son côté apporter un éclairage et technique et spécifique au marché financier. Alors, Madame Leila Sadiq est en charge de la stratégie de développement des systèmes de front office risque au sein de Bloomberg à l'échelle internationale. Elle a pour objectif de pourvoir ses clients sell-side et buy-side de solutions au risque. Avant d'intégrer Bloomberg, elle a passé 10 années au sein de la banque d'investissement Barclays, où elle a occupé plusieurs fonctions au sein de l'équipe modélisation et recherche quantitative. Merci à vous, Madame Sadir, d'être parmi nous et bienvenue. Merci, Loubaba. Alors enfin, Monsieur Ali Alaoui, responsable de la direction de la structuration au sein de Tijari Wafa Bank, CIB. Bonjour, Monsieur Alaoui. Bonjour. Alors, il sera parmi nous également pour nous donner un prisme de lecture marocain avec les défis et les impacts spécifiques à tout opérateur économique du secteur financier ou de l'économie réelle et les défis auxquels il devra faire face lors de cette transition. Alors, Monsieur Ali Alaoui a 16 années d'expérience au sein du groupe Tijari Wafa Bank où il a eu l'occasion d'accompagner les clients qui soient corporate ou institutionnels sur plusieurs problématiques. Il a occupé des fonctions et au Maroc et à l'international, notamment en Tunisie, où il a dirigé et lancé les activités de marché des capitaux. Il est aujourd'hui avec nous en tant que directeur du programme de transition IBOR au sein de Tijari Wafa Bank. Donc, merci à tout le monde d'être ici. Merci d'avoir accepté notre sollicitation et merci à l'audience pour sa présence. Alors, avant d'entamer notre webinaire, je tiens à vous préciser que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du déroulement du webinaire sur le chat et nous essayerons à la fin, dans une séance de questions-réponses, d'y répondre au mieux. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et on débutera notre webinaire avec une question simple. Qu'est-ce que les IBOR et pourquoi cette réforme? Alors, les IBOR, c'est Interbank Offered Rates, tels que les Libor ou les ONIA. Vous avez sûrement dû en entendre parler ou même l'utiliser. Ils représentent la moyenne des taux auxquels des banques panel comptent se prêter mutuellement de l'argent. Ils reflètent à la fois un environnement de taux d'intérêt, mais aussi un risque de crédit, un risque de liquidité sur les marchés financiers. Ces taux sont calculés par des organismes indépendants, ils sont accessibles au grand public et ils sont utilisés pour la valorisation de plusieurs instruments, que ce soit les crédits hypothécaires ou les performances d'un fonds d'investissement. Ces taux de référence sont utilisés dans le monde et dans tous les marchés financiers. Et les plus utilisés sont le Libor et le Ribor. On a valorisé en 2014 le nominal des contrats utilisant ces références à plus de 370 000 milliards de dollars. Ça vous donne une idée sur le poids et l'importance de ces indices dans le fonctionnement des marchés financiers. Et donc, ces taux d'intérêt, à un moment donné, ils ont à un moment donné, au moment de la crise 2008, présenté des défaillances et des limites au vu de leur mode de valorisation. De par leur poids et de par leur importance, il était nécessaire et indispensable de pallier à ces limites
pour avoir une efficience, une solidité et un bon fonctionnement des marchés financiers. Et donc la réforme de la transition, dont on exposera les tenants et les aboutissants lors de ce webinaire, a été mise en marche pour pallier et pour permettre cela. Et donc, le choix a été fait de passer des taux HIBOR vers des taux sans risque, dont le mode de fonctionnement est différent des taux HIBOR. Donc, ma première question, elle s'adresse à Madame Sader. En tant que principal pourvoyeur sur les marchés financiers de solutions, quelles sont les raisons, à votre avis, qui ont poussé à cette réforme? Et si vous pouvez nous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre la construction des HIBOR et la construction des nouveaux taux sans risque. Super, merci beaucoup Loubaba. Donc oui, pour comprendre en fait le pourquoi, comme vous l'avez expliqué, le taux LIBOR c'est un taux de référence largement utilisé dans l'écosystème, et pourquoi en fait on transitionne de ce taux-là, il faut un peu s'attarder sur la construction. Donc comme vous avez dit, c'est le taux auquel le panel de banques il soumettait des propositions pour pouvoir quantifier le taux auquel il pouvait prendre des prêts auprès d'une autre grande banque. Alors que il y a un truc important dans le calcul qu'il faut observer, c'est que si jamais les transactions sur lesquelles ces propositions se basaient est considérées insuffisantes ou considérées non représentatives, ben les banques, elles usaient de leur jugement d'expert. Et ça, c'est un élément important parce que si on veut résumer le pourquoi de la transition, c'est vraiment dû à deux éléments. La première chose, c'est qu'après la crise financière en 2008, justement, le marché sous-jacent, il était plus viable et peu approprié pour que les banques puissent soumettre ces propositions-là. Et du coup, il y avait de plus en plus de jugements d'experts qui a été utilisé. Le deuxième driver ou le deuxième élément qui a poussé vraiment cette transition, c'est les scandales de manipulation qui ont été fortement médiatisés en 2012 et les années qui ont suivi la crise financière, où on a vu des milliards de dollars qui ont été infligés à de grandes banques pour raison de manipulation du LIBOR. Donc, c'est deux éléments vraiment qui ont poussé les différents régulateurs au niveau international de voir quel système serait beaucoup plus sain pour l'écosystème financier pour pouvoir éviter en fait les scandales qu'il y a eu et pouvoir avoir un environnement beaucoup plus sain et plus contrôlable et plus transparent surtout. Parce que les taux ARAFAR, comme on le voit ici, donc il y a 5 taux principalement pour les 5 devises. Donc il y a le taux SOF qui a remplacé le dollar, le USD LIBOR, il y a le taux SONIA pour le GBP, le TONA pour le Japon, pour le yen, et le SARAN pour le franc suisse ainsi que l'Ester. Donc ces taux de référence ARAFARs, ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des taux overnight qui sont basés sur des transactions réelles. Donc, il n'y a plus le jugement d'experts qu'on voyait dans le LIBOR. Il y a aussi d'autres nuances et d'autres différences qui sont fondamentales, sur lesquelles je vais m'attarder quand je vais parler un peu des défis des banques. Mais, par exemple, le compounding, il est daily, il est plus in arrears. Le fait de ne pas savoir, en fait, le calcul des intérêts, il devient beaucoup plus complexe en ARAFAR. La construction des courbes, elle devient plus complexe. La valorisation elle-même, elle devient plus complexe. Donc, il y a pas mal de modèles et pas mal d'updates et pas mal d'upgrades qu'il faut pour pouvoir supporter ces taux de référence dans l'écosystème financier. Mais la principale différence c'est la transparence et c'est surtout le fait que c'est basé sur des transactions réelles. D'accord. Écoutez, merci. Alors, pour vous, quelles sont les dates clés de cette transition par la suite et à quoi doit-on s'attendre dans les prochains mois? D'accord. Donc, en fait, un truc important à souligner, c'est que cette transition du taux LIBOR, ça n'a pas commencé l'année dernière ni l'année d'avant. Ça date vraiment de 2017. Et pour être bien précis, c'est juillet 2017. Donc, en juillet 2017, Bloomberg en est très actif et on suit cette transition depuis le début. On avait accueilli Andrew Bailey, qui était l'ancien directeur général de la FCA, de Financial Conduct Authority.
Et lors de ce discours en 2017, il a déclaré directement que le marché sous-jacent n'était plus représentatif et les transactions n'étaient plus suffisantes pour pouvoir justifier les propositions de Libor. Et dans le même discours, il avait dit qu'à partir de la fin de 2021, il serait plus demandé aux banques, au panel de banques mondiales, de soumettre leurs propositions pour le taux Libor. Donc ça a été un événement clé puisque ça a été compris par toute la place financière que voilà, il y aura plus de Libor post-décembre 2021 dans ces juridictions majeures. Après ça, il y a eu des publications, notamment en 2018 et aussi en 2020, où il y avait où la FCA elle a demandé formellement aux sociétés d'avoir un plan pour la transition du Libor. Maintenant, pour les milestones clés, il y a eu pas mal de milestones depuis 2017. Déjà, 2018, on a vu la publication du SOFR par la New York Fed, suivi en 2019 par la publication de l'Ester, où il y avait l'accès sur les différents data providers dans Bloomberg, sur toute la plateforme, pour pouvoir de dealer en Ester as well as SOFR. 2020, c'était une année clé où il y avait deux événements assez importants. La première, c'est vraiment la migration des discounting curves des CCPs, de Central Clearing Counterparties. Donc, que ce soit l'Ester ou le SOFR, il a été adopté formellement en 2020 comme étant la courbe de discounting pour toutes les dérivés qui sont cleared. Aussi, en fin 2020, on a vu l'ISDA Fallback, protocole qui est devenu live pour l'adoption en 2020. Maintenant, passons en 2021. 2021, c'est vraiment l'année clé de la transition. Que ça soit pour le marché britannique, le marché suisse ou le marché japonais, vraiment en Q3, dans le troisième quarter de l'année dernière, 2021, on a eu what we call active conversion. La conversion, elle était complètement active et complète au niveau des différents acteurs sur le marché. En Q4, par exemple, on a eu la full operational readiness, la préparation opérationnelle, elle était complètement réussie, que ce soit pour le marché britannique, japonais ou suisse, à la fin décembre 2021. C'était très, très intense, très intense comme timelines, mais ça a été bien mené à terme. Maintenant, on est en février 2022. On peut dire que voilà, on est dans l'ère post-LIBOR pour les non-USD. Tout ce qui est GBP LIBOR, CHF LIBOR, Euro LIBOR or the Yen LIBOR, on est vraiment on est en train d'utiliser les RFRs. On a ce qu'on appelle le synthetic LIBOR pour aider à la transition en 2022. Donc tout ce qui est référencé le LIBOR et qui n'a pas été migré, il utilise maintenant le RFR plus un ajustement, ce qu'on appelle le synthetic LIBOR. Pour le marché américain, pour les États-Unis, il y a une date clé qui est dans le futur, qui est très importante, c'est le 30 juin 2023. C'est là vraiment où on peut dire adieu au USD LIBOR, où on aura la transition vraiment complète pour ce marché-là. Donc cette année-là, il y aura plus de temps pour les legacy positions. D'accord. Écoutez, merci. Alors, je me tourne vers Madame Pacat et au vu des dates clés qu'a présentées Madame Sader, et en tant que banque de développement présente dans plusieurs pays au monde, comment évaluez-vous aujourd'hui l'état d'avancement de cette transition dans ces pays-là et quelles sont les mesures prises par les sociétés ou les entreprises dans les économies concernées par cette transition, si vous pouviez nous donner un exemple concret? Oui, merci Loubaba. Donc, par définition, nous voici en 2022, comme disait Madame Leila juste avant, dans le monde post-LIBOR, en tout cas pour la majorité des devises, hormis dollars. Et donc, la transition, si elle n'a pas été commencée à être préparée dans certains pays jusqu'à présent, et elle va être forcée sur les participants dans ces pays-là qui sont exposés au dollar. Ou du moins aux produits à taux variable en dollars. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que même si la date de fin de LIBOR
de la production de l'IBOR pour le dollar, pour la majorité des maturités en dollars, a été repoussé à juin 2023. C'est seulement pour les produits, le LIBOR à partir du 1er janvier ne peut être utilisé que dans les produits qui ont été transactés avant la fin de l'année dernière. Pour les nouveaux produits, tous les nouveaux produits transactés à date depuis le 1er janvier ne peuvent plus, en tout cas les banques qui sont réglementées au Royaume-Uni et aux États-Unis, ne peuvent plus utiliser LIBOR dans les transactions. Donc, par définition, toutes les entités, toutes les entreprises qui veulent faire des transactions en dollars avec des contreparties basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, vont avoir à indexer les produits à taux variable en dollars au niveau à SOFR ou au dérivé de SOFR. Nous, ce qu'on constate, c'est depuis les années de préparation dans les pays au Royaume-Uni et en Angleterre, c'est que les pays émergents ont été, pour ne pas être impliqués directement dans les travaux de préparation, ont reçu l'information de façon très, très disparate en fonction de leur degré d'exposition aux produits en dollars indexés au LIBOR. Ce qui est normal, parce que s'ils n'ont pas d'exposition, pourquoi est-ce qu'ils seraient intéressés? Ceci dit, ça n'a pas du tout accéléré la préparation de ces pays-là. Donc, ce qu'on a essayé de faire ces dernières années, on a organisé, la BIRD a organisé des séminaires avec les banques centrales pour mettre à jour les participants du marché, les banques, les corporates, nos clients et d'autres participants sur les travaux qui étaient en cours au Royaume-Uni et aux États-Unis pour préparer à la transition de LIBOR à SOFR, donc à ce changement majeur pour préparer à la transition d'un taux qui est fixé au début d'une période de taux d'intérêt à un taux pour une durée donnée, 1 mois, 3 mois, à un taux overnight. On peut dire que le degré de préparation à la date d'aujourd'hui est vraiment varié. Je dirais que les plus grands pays qui ont le plus de transactions sont prêts. Ils ont fait les travaux nécessaires. Par exemple, en Russie, en Turquie, on voit bien, les grandes banques se sont préparées. Il y a eu des groupes de travail organisés par les associations bancaires domestiques qui ont préparé les entités qui font des prêts ou des produits dérivés en dollars à ces transactions. Donc, ils sont prêts, ils connaissent, ils ont déjà commencé à faire des transactions indexées au SOFR. Par contre, on a l'extrême inverse de pays qui se réveillent et qui nous contactent pour nous demander comment faire, parce qu'ils sont pas, ils ont eu peu de raisons vraiment de vouloir se mettre au courant et se préparer. Bon, après, c'est un travail nécessaire qu'ils doivent faire. On les aide, on est prêt en tant que banque de développement à passer le temps qu'il faut on leur explique. On fait des séminaires avec les banques, avec tous les opérateurs ou en bilatéral. Et bon, ils prendront le temps qu'il faut pour se préparer. Ils ne sont pas réglementés sous la réglementation anglaise ou aux États-Unis. Donc, bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais ils peuvent encore se rattraper le temps perdu. Voilà. D'accord, ben merci pour ces explications. Alors, intuitivement, je me tourne vers M. Alaoui. En quoi consiste et en quoi le Maroc, est concerné par cette transition et comment il envisage les changements en cours par rapport aux changements qui sont et qu'a exposé Mme Pakat? Donc, je disais en fait, je reprends, je parlerai dans un premier temps de l'ampleur du programme, qui est un programme mondialisé, transverse, qui a commencé il y a des années. Donc, les constructions des nouvelles courbes de RFR et la constitution des groupes de travail a commencé même avant 2017. Il y a un chiffre qui a été avancé, on parlerait d'un encours autour de 400 trillions de dollars en 2018.
Donc, naturellement, dans ce sens, le Maroc, en tant qu'écosystème économico-financier, est impacté au même titre que n'importe quel pays, pour peu qu'on dispose d'un minimum d'ouverture. Donc, aussi, il faudrait rappeler que le Maroc, depuis bientôt des décennies, a engagé des programmes de réforme et d'ouverture, et de son système économique et de son pendant financier. Ça se voit au niveau de la réglementation d'échange, ça se voit au niveau de la réglementation des capitaux. Et donc, le Maroc est impacté par cette transition au même titre que les pays de primauté, si je puis dire. Alors, en termes d'événements et en termes de séquentialité, la prise en charge à proprement parler de cette transition a été faite très tôt aussi par Banque Maghreb à un niveau d'abord régalien, où le Maghreb a intéressé de par son rôle de supervision bancaire les différentes institutions bancaires. Je pense que ça a commencé même début 2020, où on leur a demandé de répondre d'une manière périodique, je pense tous les 3 mois, à un questionnaire où il était question de recenser d'abord les différents impacts et les différentes zones d'impact pour ces institutions bancaires, et de rendre compte un peu des étapes et des actions qui sont entreprises pour justement entrer dans cette réforme de plein pied. Voilà. D'accord. Alors, en fait, nous retenons de vos propos que les changements sont significatifs et qu'ils impactent de manière simultanée toutes les économies, directement ou indirectement. Donc, pour faire face à ces changements et ces mutations, merci à Ali, nous devons identifier les impacts. Donc là, je me tourne vers Madame Sadek. Pour l'industrie financière, en quoi consistent ces défis pour toute l'industrie et pour les opérateurs des marchés financiers plus particulièrement? Ouais, donc tout à fait. En fait, il y a des défis assez énormes et assez conséquents qui sont liés à cette transition du Libor. On peut les catégoriser en 6 volets ou 6 piliers. Le premier, c'est vraiment le volet de la valorisation. Donc, comme on a dit, il y a de nouvelles courbes qui ont été créées. Il y a des ajustements à faire. Il y a un impact sur le pricing, il y a un impact sur la valuation. Et du coup, ce que les institutions bancaires ont dans leur book, dans leur portefeuille, ou entre interbank, entre les différentes banques, ben, ils vont changer de valeur. Il faut quantifier ce changement de valeur. Le deuxième volet, c'est vraiment le volet des paiements et des cash flows. Donc, pour vous donner un exemple qui est très simple et très illustratif de l'impact du changement, c'est que les cash flows, ils ne sont connus qu'à la fin de la période, alors que pendant le Libor, on les connaissait bien à l'avance, 3 mois à l'avance, si ce n'est pas 6 mois à l'avance. Donc, et les taux d'intérêt, pour les calculer, il y a une multitude de conventions. Et pour compliquer la tâche, ces conventions peuvent différer entre les différentes juridictions et entre les différents régulateurs. Par exemple, on voit en Inde, on a une nouvelle convention qu'on doit, par exemple, chez Bloomberg, quand on est en train de voir pour pouvoir l'incorporer. Et il y a plusieurs conventions aussi pour le paiement, le observational shift, le lockout, pour pouvoir calculer juste les cash flows et les taux d'intérêt, chose qu'on prenait for granted avant. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est vraiment le risk management, le profil de risque qui est lié au taux alternatifs, de référence alternatifs, les RFRs, il est complètement différent du profil de risque pour les LIBOR. Et quand je dis risque, c'est pas juste le risque des traders ou des salles de marché en tant que grec et hedging, mais aussi c'est le risque quant à la VaR, quant à la value adjustment, quant à la initial margin. Donc il y a tout le système de risque qui est impacté sur les différentes facettes qui doit être upgradé, que ce soit des modèles, que ce soit des représentations de risque ou vraiment underlying numerics qui doivent suivre et refléter les changements à RFR. Avec ces 3 volets-là, bien sûr, il y aura un impact sur la comptabilité et la fiscalité.
deux choses à retenir là-bas. Il y a déjà l'impact de fair value, donc la valeur des assets et des liabilities n'est plus la même, donc il faut tenir en compte de cette différence ou de cet impact, mais aussi tout ce qu'on appelle hedging strategies ou stratégies de couverture qui peut-être étaient appropriées dans une ère LIBOR, mais qui ne sont plus viables ou plus appropriées post-LIBOR. Donc, il faut revoir tout ça pour voir quelle est vraiment la stratégie en termes de, quel est l'impact en termes de comptabilité et taxes et comment vraiment updater ces stratégies de couverture. Le cinquième volet, qui est le volet le moins glamorous ou celui où peut-être on n'y prête pas beaucoup d'attention, mais qui est très important, il est foundational, c'est tout ce qui est opération, tout ce qui est système et tout ce qui est infrastructure. Déjà pour vous dire, pour saisir les produits Arafat, les systèmes actuels, ce qu'on a vu avec plusieurs pays qu'on couvre à l'échelle internationale, c'est que les systèmes existants peuvent être pas adeptes du tout à saisir ces données-là. Les données des transactions avec les différents paramètres, les nouvelles conventions, ainsi de suite. Donc, il y a déjà la saisie des transactions. Il y a quelle analytique ou quel pricing engine est utilisé pour ces systèmes-là. Il y a les différentes publication times, à quelle heure c'est publié, quand est-ce que ça va être incorporé pour les différents trades, les différentes transactions, comment c'est streamlined pour le booking, pour le pricing et aussi pour les rapports pour le management, les rapports pour les différentes stakeholders. Donc, il y a toute la partie opérationnelle qui est très importante et l'aspect technologique qui était make or break pour cette transition. Parce que bien sûr, il faut faire attention à la gouvernance, conduct risk, and so on. Et le dernier volet, c'est le volet contractuel. Le volet contractuel aussi, c'est beaucoup de travail. Il faut revoir les contrats des transactions, voir s'il y a fallback language, qu'est-ce qui se passe si le LIBOR cesse d'exister, est-ce qu'il faut faire une cessation, est-ce qu'il faut faire un repapering de la transaction, quel new reference rate, parce que parfois il y a des multitudes de reference rates à choisir, lequel choisir pour cette transaction-là. Donc tout ça, c'est des problématiques contractuelles, mais aussi problématiques front office pour pouvoir savoir quel taux de référence utiliser et bien sûr l'appliquer dans le bon cadre réglementaire ou juridique. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces précisions. Alors, je tiens à préciser à notre audience que vous pouvez poser vos questions sur le chat et on essaiera d'y répondre à la fin du déroulement du webinaire. Donc, n'hésitez pas à écrire les questions qui vous paraissent intéressantes de votre point de vue. Alors, je reviens vers toi, Leïla, pardon, Madame Sader. Donc, du point de vue microéconomique, est-ce que vous pouvez partager avec nous un cas pratique d'une entreprise que vous avez pu accompagner pour faire face à ces défis? Oui, bien sûr. Donc bien sûr, dans les années dans 2020-2021, il y avait un grand push pour les banques japonaises. Mais je vais prendre en fait un exemple de l'année 2021 où c'était des pays émergents. Je vais prendre une institution financière en Indonésie qu'on a accompagnée lors de cette transition LIBOR. Il y avait 3 étapes très importante où il y avait cet accompagnement-là ou cette transition-là. Déjà, la première étape, c'était l'analyse de l'impact. Il y avait, avec Bloomberg, on peut identifier grâce de different data licenses, on peut identifier quels produits, que ce soit des loans, des cash, des produits dérivés qui ont une exposition du LIBOR. Donc, on les a accompagnés pour faire cette identification-là, aussi non seulement les consumer exposure, mais aussi interbank exposure, et aussi analyser quel serait l'impact si jamais ils abandonnent le LIBOR et il y a le fallback. Donc là, ça leur a donné une idée très rapide de l'impact de cette transition-là pour qu'ils aient une décision, informed decision par rapport à cette transition, par rapport à ce programme et de pouvoir l'entamer tout en ayant l'ordre de grandeur de l'impact sur les différentes activités. Une fois qu'ils ont identifié les expositions, c'était l'étape de la négociation avec les contreparties.
Donc, il y avait des négociations légales, des contrats que l'institution financière a menés en interne. Il y avait une revue juridique, une revue légale, et il y avait et c'est là où il y avait la décision de repapering or cessation. Si certaines transactions, ils ont décidé de ne plus transacter pour cette transaction-là et agree with the counterparty quel serait le prix, ou repapering, ça veut dire cesser, unwind ce deal-là et entrer dans un nouveau deal qui référence le Arafat. Donc, il y avait toute cette partie-là où ils ont réénergisé, où ils ont revu vraiment tous les trades qu'ils ont et ils ont pris des décisions avec leur contrepartie quant à what to do with each trade. La troisième partie, et c'est une partie où on était naturellement beaucoup plus impliqué, c'est la partie système et opération. Cette institution financière, bien sûr, elle a ses systèmes. Il y a des systèmes qui sont legacy, des systèmes où ils avaient depuis des années. C'est difficile de tout changer avec des timelines très très stricts. Ce qu'on a fait pour eux et pour d'autres banques aussi, d'autres clients, c'est que on pourvoit en fait une interface. Donc on fait tous les calculs, que ce soit les taux d'intérêt, les cash flows, les paiements, bien sûr le calcul de courbe, les discount factors et tout, et on leur pourvoit une interface qu'ils peuvent utiliser qui est compatible avec leur système. Donc, on leur pourvoit quel est l'effective rate, quel est l'effective coupon, quel est l'effective. Donc, c'est comme si on traduisait les données Arafat en données compatibles avec un système LIBOR pour qu'ils puissent l'intégrer. Donc, ils nous ont utilisé comme engin d'analytique pour pouvoir upgrader les modèles, upgrader les engins, les calculs pour leur système. Donc, ça, c'était pour la valorisation, pour le front office, mais aussi le risque du front office, ainsi que le risque du marché et l'intégration avec leur core banking system. D'accord. Alors, du point de vue de la board, Madame Pacat, et en tant qu'acteur du secteur bancaire, quelles sont la nature des défis les plus critiques pour ce secteur en particulier? Oui, merci. Alors, bien sûr, tous les défis que Madame Leila vient de mentionner sont importants et toutes les banques ont besoin de faire face à ces défis-là quand elles font la transition dans leur système, dans leurs produits, sur le plan légal, commercial, etc. Mais moi, je dirais que le plus important, le défi le majeur pour nous est de trouver le produit, le meilleur produit pour tous les segments du marché qui tient compte de toutes ces contraintes techniques, opérationnelles, légales dont on a parlé. Pour nous, ça a été une expérience assez itérative parce que les discussions, l'évolution de la pensée, des conventions de calcul a évolué et faisait évoluer justement la vision de quel était le meilleur produit pour le marché. Madame Leila a parlé des différentes approches, conventions pour calculer. Ça a été un des éléments très importants dans les décisions, dans les discussions des groupes de travail pour arriver à des recommandations sur des produits, sur la meilleure définition du produit pour les prêts. Je pense que les produits dérivés sont facilement adoptés, la convention développée par ISDA, tous les acteurs qui font des produits dérivés passer à utiliser un taux compounded in arrears, donc qui est fixé à la fin de chaque période d'intérêt. Mais un des défis majeurs et pour les banques qui prêtent était de définir le bon produit de prêt pour les clients. Parce que les clients sont plus ou moins sophistiqués, ont plus ou moins de capacité à internaliser des calculs d'un taux
est recalculé tous les jours, et des problèmes, comme disait Madame Leila, d'avoir une facturation à la fin de la période plutôt qu'au début avec le Libor. Pour nous, c'était vraiment important de trouver le produit le plus simple et qui était le plus adapté aux besoins de nos clients. Et pour la conclusion, en fonction de nos contraintes internes, de contraintes de système, qu'on a volontairement ignoré, et on a décidé de changer nos systèmes pour pouvoir proposer le produit qu'on pensait était le mieux, était donc au final de proposer un produit indexé à SOFOR, mais calculé avec l'indice produit par la Fed qui internalise les calculs. Tous les jours, donc la Fed produit un indice qui fait le calcul, qui rajoute le calcul avec le SOFOR de la veille. Et donc, pour calculer le SOFOR le compounded SOFOR, le taux pour toute une période d'intérêt, on n'a plus besoin d'avoir tous les fixings quotidiens. On peut utiliser juste 2 points. C'est un outil très utile parce qu'il permet non seulement de simplifier le calcul, mais aussi d'éviter les risques de différence entre le prêteur et l'emprunteur. Et c'est la décision pour nous de proposer un produit de prêt indexé, utilisant cette méthode de calcul, à diriger pas mal de nos décisions en interne, donc sur ce dont on avait besoin au niveau des systèmes, sur les changements qu'on devait faire dans nos accords de prêt pour les prêts qui au moment où le Libor en dollars disparaîtrait, etc. Et aussi forcément dirige l'aspect commercial, maintenant qu'on est dans une phase où on doit renégocier les contrats, expliquer aux clients le produit qui va remplacer Libor quand il disparaîtra. Donc, je dirais que vraiment la définition du produit est pour nous et pour toutes les opérateurs de marché, en tout cas pour les produits, pour les prêts, un défi majeur. Et effectivement, une fois que le produit est défini, expliquer aux clients, parce que il y a énormément d'acteurs financiers qui n'ont pas, comme je disais avant, suivi vraiment dans les détails l'évolution des discussions et qui ont besoin de bonnes sessions d'explication qui prennent énormément de temps. Donc, c'est la force commerciale qui doit interagir avec les clients, doit être techniquement au point et doit passer beaucoup de temps. C'est un énorme travail de renégociation des contrats pour mettre à jour les clauses de taux d'intérêt pour expliquer dans les contrats ce qui va se passer quand Libor disparaîtra. D'accord. Alors, l'un des défis majeurs de cette transition, c'est, comme on l'entend, c'est le différentiel numéraire entre les IBOR et les nouveaux taux sans risque. Donc, communément appelé spread d'ajustement. Donc, quel est le rationnel économique derrière cette différence entre ces anciens taux et ces nouveaux taux, et comment il va impacter les utilisateurs à moyen et court terme? Donc, le différentiel est dans la définition. Le Libor étant un taux défini comme un taux interbancaire à terme, inclut un spread qui reflète le taux de risque crédit et le coût de la liquidité à terme pour la durée du Libor. Donc, par exemple, un taux Libor à 3 mois, un risque peut être segmenté comme le taux d'anticipation des taux d'intérêt pour cette période, pour les 3 mois à venir, plus un élément de risque crédit-liquidité interbancaire qui représente le risque entre les banques. La migration, la transition à un taux déjà au jour le jour, enlève complètement cette prime de terme, que ce soit liquidité ou crédit, puisque le risque est maintenant passe d'un terme de 1 mois, 3 mois, 6 mois à une journée. Donc on peut imaginer que le risque crédit est quasiment nul pour une période aussi courte.
Et en plus, c'est plus un risque, c'est plus un taux vraiment interne. Enfin, ça représente SOFR représente des transactions repo, donc des transactions, c'est différent du taux interbancaire unsecured que représentait LIBOR. Donc, il y a vraiment, c'est considéré comme un taux vraiment sans risque. Donc, partant de là, l'élimination de ce spread implique que si on passe d'un LIBOR dans des contrats à un taux sans risque au jour le jour, il y a forcément un ajustement à faire, comme disait Leïla. Et cet ajustement, il y a eu beaucoup de discussions, comment refléter, comment se mettre d'accord sur la meilleure méthode pour calculer cet ajustement. Alors, ISDA a pris le devant, on va dire, et a fait beaucoup de consultations avec le marché. Et le résultat, à l'issue de ces consultations, a été de décider que le spread serait appliqué au moment où le LIBOR disparaîtrait, serait la différence entre le LIBOR pour la période de chaque LIBOR, donc disons le LIBOR 3 mois, et le SOFR compounded sur la même période, donc sur 3 mois, pendant un certain nombre d'années. Et la période choisie a été 5 ans. Et ce spread-là, donc la valeur médiane de cette différence, serait fixée le jour où le LIBOR, la date le LIBOR serait officiellement annoncée comme allant disparaître, un événement le trigger event. Et cette date a été le 5 mars 2021. Donc, le 5 mars 2021, quand le FCA a annoncé, quand IBA et les autorités ont confirmé que LIBOR allait disparaître à la fin de 2021 pour la majorité des devises, sauf certaines durées du dollar, qui lui disparaîtrait en fin juin 2023. En même temps que cette annonce a été faite, le spread pour fixer la différence entre pour la transition de LIBOR à SOFR a été fixé. C'est donc un spread, on connaît ce spread, par exemple, pour 3 mois, pour les transitions des produits indexés au LIBOR 3 mois est de 26,161 points de base, et pour 6 mois, c'est 42 points de base et 8,26. Alors ça, c'est le spread ISDA. Et après, les marchés cash, si on peut dire, donc les recommandations des groupes de travail pour tout ce qui est produit cash, ont recommandé d'utiliser le même spread. Ça, c'est pour les produits, donc c'est le spread en dollars. Il y a eu des spreads qui ont été fixés aussi pour toutes les autres devises et donc qui sont déjà appliqués dans les autres devises. Au même moment, le 5 mars, le spread a été fixé pour toutes les devises. Alors, il y a la possibilité d'utiliser un spread de marché qui est légèrement différent pour les opérateurs qui voudraient faire une transition plus tôt. Donc maintenant, à ce jour, il y a certains opérateurs, on voit certains clients qui sont intéressés à faire une transition de LIBOR à SOFR maintenant et pas attendre juin 2023 parce qu'ils ne veulent pas avoir l'exposition au LIBOR jusque-là. Et à ce moment-là, il y a on peut regarder le spread actualisé sur le marché qui est coté sur le marché sur les swaps LIBOR SOFR. Donc il y a aussi possibilité. Ce spread intègre forcément le spread ISDA puisque tous les produits dérivés vont par défaut être convertis à SOFR plus ce spread. Alors, c'est un concept assez difficile à expliquer aux clients. On voit beaucoup de questions, nous, dans nos négociations, quand on commence à expliquer les clauses et le produit de remplacement qui va remplacer LIBOR de la part des clients. Et il y a eu une période où ce spread était plus élevé, le spread qu'on proposait, qui était plus élevé avant la fin de l'année dernière que le taux spot. Si vous observez la différence entre LIBOR et SOFR aujourd'hui ou à un jour X, ça sera pas le même spread que le spread qui sera utilisé. Et ça, c'est un concept assez difficile à comprendre. Et pourquoi est-ce qu'il est différent? Parce qu'en fait, le spread qui a été choisi reflète le spread pour la période optimale qui représente la durée moyenne des produits qui vont être transférés de LIBOR à SOFR. Donc, c'est pas un spread pour une conversion pour une période, c'est un spread pour une conversion pour la fin de la maturité d'un prêt. Donc, si vous avez un prêt
ou un produit dérivé pour lequel il reste 5 ans à venir, si le spread doit représenter l'attente de la différence entre SOFR et LIBOR pour cette période, pas seulement pour une période. D'accord. Écoutez, c'est très clair. Alors, les défis, on comprend bien qu'ils sont multiples et complexes pour l'industrie financière et les économies dans leur globalité. Je pense au Maroc et je me tourne vers M. Alaoui. Y a-t-il des défis spécifiques pour le secteur bancaire marocain? Si oui, comment se matérialise-t-il en particulier pour une institution telle que Tijari, Wafa Bank? De toute façon, il y a énormément de choses qui ont été dites. Donc, l'idée, c'est peut-être de reprendre un petit peu tout ça et de le projeter un peu sur le périmètre Maroc, le périmètre juridictionnel Maroc, et spécifiquement dans un premier temps sur l'industrie bancaire. Donc, le premier défi, si je puis dire, c'est plutôt en termes de temporalité, puisque dès qu'on a commencé à parler de ce sujet, on a constaté en fait que déjà les choses n'étaient pas faites au niveau international, que les groupes de travail avaient effectivement émis des recommandations, mais continuaient à les émettre, que nos partenaires bancaires de premier ordre attendaient pour certains aspects d'avoir des confirmations, des validations ou des adoptions de certaines recommandations. Donc ça a été de prime abord un défi pour les institutions bancaires sur la place marocaine, parce que de par leurs relations, il fallait certains inputs, ne serait-ce que pour commencer ou avoir la base de lancer certaines simulations. Donc ça, c'est le rapport un petit peu aux impacts exogènes. Une fois qu'on a une idée assez claire de ce à quoi on va être confronté en termes de relationnel, en termes fonctionnels et puis surtout en termes de base de cotation. Je ne vais pas revenir dessus, je pense que ça a été très très bien expliqué. On a commencé effectivement à formuler, je pense au niveau de chaque institution bancaire, un projet de programme. Donc là, le deuxième défi, c'était aussi de cerner et de bien formuler le programme de transition au niveau d'une institution bancaire marocaine, compte tenu de la complexité, compte tenu de la transversalité et compte tenu aussi de la spécificité de certaines institutions, dont Attijari, qui avait aussi le souci d'intéresser par ce programme-là, non seulement le périmètre juridictionnel Maroc, mais aussi les différentes filiales à travers les différents pays de présence d'un tel groupe. Donc, on a formulé justement un programme avec une gouvernance solide, on a suivi bien comme il fallait les étapes, et une fois que c'est fait, vient le troisième défi, c'est-à-dire rentrer de plein pied dans le fameux programme de transition, c'est-à-dire commencer à appréhender les impacts, cette fois-ci au niveau endogène et non pas au niveau exogène. Donc, les impacts, ça a été dit, c'est des impacts de tout ordre. Pour une institution bancaire, on peut imaginer que les impacts en termes de transversalité touchent autant le risk management, la notion de gestion de liquidité, de money market, ça touche effectivement dans un sens un peu plus chapeau la notion d'ALM, donc d'actifs passifs, et bien sûr ça tend et ça a des émanations, des ramifications qui touchent à différents chantiers. Bien entendu, le chantier infrastructure qui est un chantier extrêmement important, que ce soit infrastructure système IT ou le chantier traitement, process et procédures, ça touche effectivement, en définitive, aussi à un chantier hautement important, puisque c'est là où on va translater cette problématique du périmètre banque vers un périmètre client. Et donc le dernier chantier, c'est vraiment le chantier conduite du changement, qui comprend autant la formation, donc la notion de formation, qu'elle soit interne ou externe. On a commencé aussi à programmer du déploiement de formation à destination de certains de nos clients.
aussi, et là la preuve de l'exercice qu'on est en train de faire, le chantier communication est hautement important puisque ce sujet peut par nature être bien appréhendé par certains clients, beaucoup moins par d'autres. Donc l'approche de la communication est hautement importante et l'explication des tenants et aboutissants de ce programme et surtout de ce que ça va engager pour nos clients, c'est quelque chose de primordial dans notre approche. Voilà. Merci beaucoup, M. Alaoui. Alors, pour résumer, le processus d'évolution vers les taux sans risque est bien lancé, mais il ne concerne pas uniquement les pays leaders, mais aussi des pays comme le Maroc. Alors, typiquement, Banque Maghreb, avec la contribution de la BIRD, a mis en place il y a quelques années le taux de référence, le taux monien. Donc, Madame Paquette, si vous pouvez nous dire quelques mots sur le processus de création de cet indice et les leçons à retenir pour le développement futur des produits indexés sur Monia. Oui, bien sûr. Donc, je trouve que c'est un des aspects vraiment intéressants de ce processus de transition de Libor, c'est qu'il a engendré un processus de réflexion dans beaucoup de pays sur leur indice domestique et la nécessité, la possibilité d'avoir un indice fiable similaire aux nouveaux indices développés comme le SOFR. Et ces indices sont clés pour le développement de tous les produits financiers. Donc, c'est vraiment un corollaire très important et on était content de voir des travaux dans de nombreux pays dans lesquels on travaille, y compris, bien sûr, au Maroc. Donc, le processus a été commencé, la réflexion en 2018 par la création du groupe de travail par Banque Maghreb, comprenant la majorité les principaux intervenants du marché, pour réfléchir donc à quel devrait être le meilleur taux sans risque au Maroc. Alors bien sûr, il y avait déjà un indice au jour le jour, mais la réflexion portait à est-ce que c'est le bon RFR le plus fiable, est-ce qu'il est bien représentatif de la situation au Maroc, et est-ce qu'il pourra permettre de développer tous les produits, y compris des produits de gestion de risque ALM, de taux d'intérêt, qui sont nécessaires pour les institutions financières. Donc ce groupe de travail s'est réuni régulièrement à partir de sa création en 2018 et a suivi donc des étapes, logiques, commençant par l'évaluation des pratiques internationales, voir ce qui se faisait ailleurs, l'évaluation des candidats pour le taux sans risque au Maroc, et des simulations avec les différentes candidats, donc le taux repo, le taux à blanc, regardant les périodes historiques, les simulations des différentes définitions. Si on regarde la définition de SOFR et de SONIA, etc. Ils prennent un éventail, c'est une moyenne pondérée qui exclut les extrêmes pour justement ne pas être trop influencé par les transactions qui pourraient manipuler le taux. Donc, différentes simulations avec différents niveaux d'élimination des extrêmes, pour au final arriver à la définition que le groupe de travail a recommandé comme à retenir pour le taux sans risque au Maroc. Donc la définition a finalement, le taux adopté a finalement été donc celui d'un taux représentant les opérations de pension livrée au jour le jour, et représentant le taux moyen pondéré sur une base des 70% au centre de la distribution des volumes classés par niveau croissant. Donc, c'est une mesure du taux auquel les participants du marché monétaire marocain procèdent aux opérations de prêt-emprunt à des taux garantis par les bons du Trésor.
Donc, une fois cette étape clé et l'annonce de la définition du taux sans risque faite, Banque Amari a commencé à produire le MONIA donc début 2020, en janvier 2020, et maintenant depuis l'étape suivante est vraiment de développer les produits, commencer à développer des produits qui utilisent cet indice, en particulier les swaps de taux. On voit bien que, par exemple, même Sophor, Sonia, etc., certes, les premiers produits qui ont utilisé ces indices ont été des obligations, parce qu'il y a eu des institutions supranationales qui ont fait des émissions indexées à ces taux sans risque, mais très vite, le marché, bien poussé par les autorités, mais a commencé à transitionner de Libor à l'utilisation de CARFR pour développer les marchés de swap de taux. Donc, je pense que c'est une étape, développer un marché OIS qui n'existe pas encore vraiment au Maroc, serait une étape très importante pour donner aux institutions un outil pour gérer le risque de taux d'intérêt et pouvoir développer d'autres produits indexés au MONIA à l'avenir. D'accord. Alors, pour conclure notre réflexion sur le Maroc, les défis sont là. Leur prise en charge est effective par les différents protagonistes du marché et de l'économie en général. Reste la question de l'identification des risques pour notre clientèle ou pour tout opérateur économique marocain. Et là, je m'adresse à M. Alaoui. Quel est, à votre avis, la nature des défis spécifiques pour notre clientèle ou tout opérateur économique marocain? Alors, comme ça a été précisé, en prenant comme exemple un peu le déroulé ou le processus dans lequel Attijari, pour prendre l'exemple d'Attijari en tant qu'institution bancaire, s'est enrôlé depuis le départ, je dirais en fait qu'un opérateur économique devrait passer à peu près par le même processus. Alors, toute chose égale par ailleurs, puisque, fort heureusement, nous n'allons pas rencontrer les mêmes défis et les mêmes ampleurs en termes d'impact chez les opérateurs économiques autres que les institutions financières. Alors, bien sûr, pour les opérateurs économiques, pour les grands groupes, effectivement, il faut faire très attention parce qu'il pourrait y avoir des zones d'impact qui soient assez précises, assez prééminentes. Mais le processus, globalement, devrait ressembler à ce que vivrait une institution de type financière ou bancaire. Premièrement, tout commence par l'identification, l'identification des zones d'impact, des zones de risque, à travers toute une démarche de recensement des impacts. Alors, quand on parle d'impact, on ne va pas trop rentrer dans le détail, mais il faudrait juste garder à l'esprit qu'il y a des impacts directs. Quand on a, par exemple, dans son portefeuille ou dans son bilan, un financement long terme, moyen long terme qui est indexé à Libor, là c'est quelque chose d'apparent, de direct, de trivial, puisqu'on appréhende facilement la variabilité dans ce type de contrat et très rapidement on se dit voilà, puis la transition du Libor, le jour où le Libor cessera, ça posera un problème dans ce type de contrat. Par contre, il y a aussi des impacts indirects qui viendront alimenter effectivement des changements en termes de pricing, en termes d'impact financier, en termes de manière justement de comptabiliser ou de rendre compte d'une réalité financière de tel ou tel contrat. Encore une fois, faire très attention sur cette étape de recensement, histoire de ne pas laisser derrière soi quelque chose qui ne serait pas pris en charge ou une zone d'impact qui resterait grise. Pour schématiser très rapidement, il faudrait mettre en place effectivement un programme de transition à l'échelle de l'institution ou de l'opérateur économique. Donc, le programme de transition va commencer par faire l'inventaire des impacts économiques en termes de business, va faire l'inventaire des aspects techniques, les aspects juridiques, les impacts de type ALM. Donc, encore une fois, même pour un opérateur qui ne serait pas une banque, l'ALM, c'est quelque chose d'important, histoire d'ajuster un petit peu et de concorder un peu son actif et son passif.
la comptabilité et la fiscalité, bien sûr l'infrastructure, on insiste énormément sur l'infrastructure puisque par nature, les nouveaux RFR, de par leur construction, n'obéissent pas aux mêmes règles que les Libor et donc engendrent des différences majeures en termes d'impact sur la survie des systèmes d'information. Une fois que c'est fait, les grands titres et les grands chantiers auxquels il faut absolument faire attention, ou bien il faut absolument constituer en tant que chantier à part entière, c'est bien sûr le chantier juridique et contractuel qu'il faut délimiter. Donc il faut délimiter un périmètre contractuel impacté, voir de quelle manière effectivement la mise en place ou l'entrée en vigueur d'un nouvel environnement de taux RFR devrait donner lieu à des changements contractuels. Par exemple, pour une institution bancaire, ce changement contractuel commence d'abord par un environnement juridique de type ISDA. Donc, TJRI, par exemple, est signataire du protocole Fallback ISDA depuis quelques mois et que c'est quelque chose de nécessaire pour que TJRI puisse continuer à transacter avec ses partenaires. Donc, l'environnement juridique et contractuel, on en a parlé. L'environnement infrastructure, se poser la question de quelle manière la construction technique des nouveaux RFR, la notion par exemple du fait que les RFR ne regardent pas vers l'avant comme le feraient les taux Libor, mais regarderaient vers l'arrière, c'est-à-dire ça se base sur des transactions réelles et donc des taux constatés dans le passé. Cette différence fondamentale, elle est très très complexe à appréhender et faire en sorte en fait que les systèmes d'information puissent en rendre compte. Donc c'est quelque chose qui peut être fastidieux et time consuming, quelque chose auquel il faut vraiment faire très attention. Il faut scruter aussi les produits et les transactions impactées par nature. Effectivement, il y a une logique par nature de produits au regard de l'entrée en vigueur de ces RFR. Quand on parle par exemple d'une exposition au titre de produits de marché, entre guillemets, donc cash ou dérivés, ça doit obéir à une certaine logique. Donc, il y a des impacts et des actions à entreprendre dans ce sens. Par contre, quand on parle, par exemple, de produits de financement, de trade finance, ça obéit à une autre logique et bien sûr, ça engendre des questionnements autres. Peut-être qu'on y arrivera dans les questions des différents millions plus tard, mais en gros, il y a des logiques différentes par typologie de transaction et il y a lieu de les appréhender en tant que telles. Et bien sûr, regarder toutes ces zones d'impact et les actions de mitigation de ces impacts et puis les actions de transition à proprement parler vont engendrer sur le bilan, il y a effectivement des fois des impacts en termes de comptabilité, en termes d'écriture financière qu'il y a lieu aussi de regarder de plus près. Voilà. Alors, résumé, si j'ai bien compris, il y a 2 points essentiels qui ressortent de ton intervention, c'est l'aspect juridique. Donc, nos clients doivent s'atteler à voir leur contrat qui les lie notamment avec leur banque ou une autre institution de financement où le Libor ou les IBOR sont mentionnés. Donc, il y a l'aspect d'ouvrir et de revoir ces contrats et donc tout l'aspect juridique qui est basé sur ces références. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'aspect valorisation. C'est le passage d'un taux IBOR à un taux sans risque. Qu'est-ce que ça induit sur la cotation ou sur le pricing qu'on peut communiquer ou que peut avoir le client. Donc, je ne sais pas si j'ai bien résumé tes idées pour notre clientèle, Ali, mais je t'en prie. Pour être terre à terre, pour par exemple nos PME, pour prendre l'exemple d'une PME, grosso modo, ce qui va l'intéresser, c'est compte tenu du stock qu'elle a, une fois que les Libor ou bien les IBOR dans leur généralité vont cesser de coter, est-ce que cette entreprise va payer plus? Est-ce qu'elle va avoir un effet cotation qui va modifier effectivement sa relation avec sa banque? Est-ce que l'aspect contractuel qui est en vigueur va changer et de quelle manière il devrait changer si oui? C'est vraiment les questions simples et centrales qu'une PME devrait se poser. Alors, une fois que cette entreprise va se poser ces questions,
Il y a des réponses qu'elle ira effectivement chercher de par elle-même puisque ça adresse son propre mode de fonctionnement, mais il y a aussi l'accompagnement que Attijari, par exemple, peut fournir à ce type d'entreprise en tant que client, justement pour répondre à ces questions. Sur la partie cotation, très très généralement, l'état d'esprit de la transition IBOR, c'est de dire en fait qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait un transfert de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il ne faut pas, surtout pas que la transition LIBOR serve aux institutions financières, et ça c'est une recommandation qui a été bien soulignée par toutes les autorités. Il ne faut pas que les institutions se servent ou justement justifient cette occasion de transition LIBOR pour qu'il y ait un transfert de valeur, c'est-à-dire gagner de l'argent ou surcoter certains produits au gré de la transition. Donc ça, c'est fondamentalement, c'est quelque chose qui est suivi par toutes les institutions. Et donc, la méthodologie de transition, quelle qu'elle soit, doit absolument respecter ce principe. Pas de transfert de valeur. S'il y a une transition, elle se fera à flat, c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'impact pour le client pour la gestion du stock. Ensuite, pour tout ce qui est à venir, on va entrer dans un nouvel environnement de taux. Si on est là pour, par exemple, dans le futur, rentrer dans un contrat de financement, il se fera aux conditions de marché exactement comme ça devait se faire ou ça se faisait dans un environnement LIBOR. Il n'y a pas vraiment de très, très grosse différence. D'accord, donc je retiens une seule chose qui est importante pour nos clients, c'est que nous, Tijari Wafa Bank, on est là pour les accompagner, que ce soit en termes d'explication, pour expliquer un peu plus dans le détail la réforme et ses impacts, et aussi la prise en charge en fait de ces impacts. On pourra notamment détailler le mode de fonctionnement des produits, que ce soit sur le financement ou sur le trade, selon les demandes de nos clients. Et on reste à votre disposition. Et on vous invite aussi à, une fois que vous avez identifié les risques qui sont dans vos bilans, à prendre contact avec vos interlocuteurs au sein de notre banque pour avoir plus de détails, que ce soit sur l'aspect juridique, comme l'a dit Ali, ou sur l'aspect valorisation et transition même. Donc, pour conclure, il est évident que les défis de cette transaction sont de l'ordre aussi bien technique, commercial, légal, et leur prise en charge par tous les opérateurs des marchés financiers et de l'économie réelle est indispensable, surtout au vu du calendrier qu'on vous a présenté. J'espère que ce webinaire a répondu à vos questions. Mais avant de se quitter, on va laisser place aux questions de l'audience. Donc, j'en ai quelques-unes. Notamment, alors pour Ali, quel est l'impact sur le coût des financements en devises? Question large. Alors, l'impact sur le coût des financements en devises, il ne devrait pas y avoir d'impact. Alors, prenons la question en deux morceaux. Est-ce que la question adresse un financement qui est déjà en vigueur aujourd'hui et qui est indexé à LIBOR et qu'on devrait transacter, c'est-à-dire faire passer du LIBOR dans son indexation à, par exemple, du SOFR. Si c'est ce qu'on est en train de traiter, il ne devrait pas y avoir d'impact, puisque, encore une fois, c'est exactement ce que j'avais dit juste avant, la transition devrait tout faire justement pour qu'il n'y ait pas de transfert de valeur. Donc, il devrait y avoir un changement de référentiel dans le contrat, d'accord, qui va référencer justement le nouvel indice. Il faudrait aussi ajuster ou se mettre d'accord sur la convention à prendre en compte pour le nouveau contrat, puisque ça a été dit par Leïla et par Aude. La difficulté par rapport au nouvel environnement, c'est qu'on n'est plus dans un environnement LIBOR où tout était exactement pareil. On est dans des environnements où il y a une multitude de conventions, une multitude de choix. Il faudrait effectivement, d'une manière bilatérale, faire le bon choix de telle sorte à ce que les deux contrats, celui passé indexé à LIBOR et le nouveau contrat indexé à SOFR, par exemple, ou à un autre nouvel indice, se passe sans aucune différence de valeur, si je puis dire. Donc, normalement, pour résumer, il ne devrait pas y avoir d'écart de valorisation sur les deux comptes. Bien sûr, il y a des aspects contractuels, il faut absolument regarder de près, puisque ça, c'est un chantier à part entière.
Alors, j'ai une question de l'audience, c'est comment expliquer le rationnel économique du spread d'ajustement et l'impact sur les stocks de transactions existants pour la nouvelle production et notamment les cas de financement. Et là, je m'adresse à Madame Pakat ou Madame Sadik, si vous pouvez nous en dire et répondre à cette question de notre audience. Pour les nouvelles transactions. Donc, oui. Pas pour les transactions transférées qui étaient conclues. Les deux, éventuellement, le stock de transactions existants et les nouvelles. Les nouvelles transactions il n'y aura pas le spread d'ajustement, elles ne seront pas soumises normalement à ce spread-là. Chaque institution va transférer son taux de financement, donc va faire des prêts indexés à SOFR ou le RFR plus un spread. Soit un spread incluant un spread qui reflète le taux de financement, leur taux de financement à terme, soit plus le spread, la marge de crédit, soit un spread total incluant les deux. Et pour les transactions, donc ça, c'est la manière dont le marché va pricer les nouveaux prêts. Pour les transactions le transfert de transactions, je n'ai pas très bien suivi la question. Pour les transactions, les portefeuilles, s'il y a un changement de valeur, c'est ça? Oui, les cas de financement, lorsqu'on va changer et modifier, faire la transition, le spread d'ajustement, qu'est-ce qu'il aura comme explication économique, notamment sur les financements? Comme j'ai expliqué, c'est un spread qui reflète un spread historique et c'est une convention qui a été adoptée par les marchés et qui est maintenant, si on regarde la manière dont les marchés price le spread à venir, ça inclut ce spread-là. Donc, en fait, le spread a été déterminé, a été fixé dans le passé expressément pour éviter le risque qu'il y ait une manipulation au moment du transfert de tous les portefeuilles qui seront encore indexés au Libor du jour au lendemain s'il fallait fixer un spread à ce moment-là. Donc, il a déjà été fixé justement pour éviter un transfert de value, un impact financier. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, merci à l'audience pour sa présence. Merci aux intervenants. Donc, merci à Madame Leïla, merci à Madame Pakat, merci à Monsieur Ali Alaoui pour les explications et les interventions. On espère que ce webinaire vous a permis de répondre à toutes les préoccupations autour de ce sujet et on espère vous voir bientôt dans un nouveau meeting CIB. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.